Pour moi, Cannes représente un des plus grands festivals au monde de cinéma. Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le début du film. C'est un scandale! Un scandale! Nous déclarons ouvert le 70e Festival de Cannes. Salut à tous, c'est David Honora et c'est Séance Radio spéciale Cannes avec Nos Ciné, épisode 7. Retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séanceradio.com et le réseau Binge Audio. Et aujourd'hui, je suis avec Anaïs Bordage de BuzzFeed.com. Salut. Et Andy Biquez d'Acreds.fr. Salut. Ça va bien ? Très bien. On arrive un peu vers la fin du festival et la fatigue se fait sentir quand même. Moi je vais commencer en retard et fatigué, donc plus ça avance, mieux je vais. Tu te mets au diapason de la fatigue voilà. Des autres, c'est assez contagieux. Et donc dans cet épisode 7, on va parler d'un film en compétition qui est Good Time des frères Safdie, un film de braquage sur lequel on va très vite revenir, mais avant ça, on va essayer de parler un petit peu de Twin Peaks. Twin Peaks, saison 3 de David Lynch, qui présentait au Festival de Cannes ses 2 premiers épisodes, pas en exclusivité parce qu'il a été montré, les 2 premiers épisodes sont sortis il y a quelques jours et même les 4 premiers épisodes ont été diffusés sur Showtime. Et malgré tout, David Lynch était présent pour une présentation en grande pompe et assez émouvante. On a vu du coup ces 2 premiers épisodes sur grand écran. Et puis je précise au passage que vous pouvez retrouver sur Nos Ciné une émission d'1 heure entièrement consacrée à David Lynch et à Twin Peaks. Voilà. Mais alors, avant ça, qu'est-ce que t'en as pensé, Anaïs ? Moi j'ai trouvé ça génial. Je suis une grande fan de Lynch et j'étais super contente de pouvoir voir des épisodes de Twin Peaks sur grand écran après plus de 10 ans d'absence de David Lynch, parce que son dernier film est sorti en 2006, je crois. Inland Empire. Ouais, et je crois qu'il s'était un peu vexé parce que le film n'avait pas été très bien accueilli. Et donc là, ça fait vraiment plaisir de le voir faire son grand retour. Et vu l'accueil très chaleureux qu'il a reçu hier pendant la projection, il avait l'air très ému et j'espère que ça va l'inciter à revenir, à faire d'autres films, parce qu'il m'a manqué. On a vu les larmes aux yeux dans le grand théâtre Lumière. Andy, toi, ces épisodes ? Ouais, c'était bien de le voir ému comme ça, c'était beau. C'était, même si c'est pas forcément cohérent pour Twin Peaks, c'est vrai que c'était très agréable de pouvoir le voir sur grand écran à Cannes. Et c'était pas mal aussi du coup de le voir hier sur grand écran à Cannes et de rentrer chez soi le soir et si on a un canal, ce qui était le cas là où je dors en ce moment, de pouvoir revoir les épisodes à la télé, enfin revoir quelque chose qu'on vient de voir au Festival de Cannes, une nouveauté cannoise fraîche, belle, et de le revoir tout de suite à la télé le soir. Des fois on en a très envie, on attend pendant longtemps de pouvoir enfin revoir le film qu'on a découvert à Cannes. Le revoir tout de suite à la télé, c'était très étrange, très agréable. J'aime beaucoup après donc les 2 épisodes. J'ai hâte de voir la suite. Enfin, moi j'aime bien le film, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. La saison 2, pas forcément autant, mais le film là, est incroyable. Et là, c'est vraiment bon. Il est pas comme tout le monde l'a déjà dit, il est parti vraiment loin. Moi, ça m'a rappelé, c'est très étrange, mais ça m'a fait personnellement, ça m'a beaucoup plu de penser à The Box de Richard Kelly, qui est un film que j'adore, pour cette nouvelle direction là qu'a pris Lynch pour la saison 3. Donc, Il y a effectivement une sorte de boîte carrée étrange qui transporte des choses. C'est pas précisément la boîte a pas le... Il y a plus de la boîte de The Box ressemble plus à des boîtes de, par exemple, de Mulholland Drive ou de Fargo saison 3 par exemple. Ouais. mais c'est vrai qu'il y a aussi une boîte d'ailleurs dans cette saison 3, mais c'est pour d'autres raisons. Une perception, enfin une approche du surnaturel qui m'a fait penser un peu à Kelly. Voilà, donc ça c'était Twin Peaks. On va pas s'étendre dessus parce que je vous le rappelle, donc il y a une émission d'1 heure de Nos Ciné sur ce cher monsieur David Lynch. Et donc on va parler de la compétition et de Good Time, film des frères Safdie, qui raconte l'histoire d'un braquage qui tourne mal avec Robert Pattinson et Ben Safdie, un des 2 frères. Et du coup, ces 2 personnages jouent justement des frères, Robert Pattinson et son frère handicapé. Et tout ça débouche sur une nuit rocambolesque qui peut rappeler After Hours de Scorsese. Andy ? Ouais, ça rappelle After Hours, ça avait été dit un petit peu avant sur les réseaux en faisant un rapprochement qui était très bien vu entre les 2 affiches, donc a priori le lien est conscient de la part des frères Safdie, c'est vrai que les 2 affiches se ressemblent et c'est effectivement une nuit rocambolesque dans les 2 cas
pour le protagoniste. Je pense que le film, du coup, il plaît beaucoup. C'est un peu l'une des bonnes surprises ici. J'ai l'impression que ça fait un peu l'effet de Drive en 2011, quoi, le film qu'on n'attend pas forcément et qui finalement est un peu plus récréatif, un peu film de genre, un peu thriller. Et qui est d'ailleurs dans un genre où on n'attendait pas forcément les frères Safdie, justement. Oui, enfin, ça peut ressembler à ce qu'ils ont déjà fait avant, mais c'est vrai qu'il y a un côté réellement thriller et très haletant, parce qu'ils sont très malins, qui est très réussi, parce que c'est vrai que c'est un film qui me semble, quelqu'un m'a dit récemment qu'il comprenait pas pourquoi ce film était en compétition. Moi, j'estime que n'importe quel film où on peut le concevoir pour au moins un prix à sa place en compétition, et là c'est vrai que ça pourrait être la mise en scène, ça pourrait être la préinterprétation pour Pattinson, mais même aussi le scénario, parce que la manière dont ils arrivent à le renouveler, à le relancer avec des twists toutes les 25 minutes plutôt malin, c'est chouette. Anaïs, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi je l'ai trouvé un peu éprouvant. Je pense que j'ai aimé, mais je pense qu'un deuxième visionnage me fera pas de mal, parce que y a beaucoup de choses à encaisser dans le film, j'ai trouvé. Et en fait, ce qui m'a manqué, c'est vraiment un moment où il s'arrête pour reprendre son souffle. C'est vrai que le personnage... c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette, mais vraiment, moi, ça m'a manqué, quoi. Et, tu vois, juste une scène, je pense que ça aurait pas fait de mal. Après, c'est vrai qu'il y a des twists vraiment bien dedans. Il y en a peut-être une avec la jeune fille avec qui il se lie d'amitié sur le canapé. Là, c'est le moment où le film s'assied. Se pose un petit peu, littéralement. Ouais. Mais c'est... En fait, j'aime beaucoup la mise en scène, la musique. Effectivement, ça rappelle Drive, parce que ça fait beaucoup penser à Cliff Martinez, même si c'est pas lui qui a fait la musique. Et en fait, c'est très fatigant, parce que c'est assourdissant très souvent. Les gens se crient les uns sur les autres. Il y a tout le temps en fait un problème de communication entre tout le monde. Ils se crient au téléphone, en face. Ils se comprennent pas. Ils se trompent littéralement parfois de personne. Enfin, c'est... et du coup, le résultat est un peu chaotique, et donc c'est à la fois sa force et aussi ce qui m'a un peu fatiguée, mais peut-être que je suis juste fatiguée parce que ça fait 10 jours que je suis ici. Mais bon, j'ai trouvé ça bien, mais un peu fatigant. Après, il y a une structure en boucle, sans trop dévoiler la chose, entre la première et la dernière scène, qui peuvent effectivement peut-être... ou peut-être donc au deuxième visionnage pour toi, apporter ce côté soulagement, parce que c'est vrai que c'est un grand cri continu pendant 1h30, mais il y a ce début et cette fin pour retomber. Enfin, moi je l'ai ressenti un peu comme ça. Justement, en fait, c'est aussi l'autre truc qui m'a manqué, c'est qu'on commence et on finit avec donc Ben Safdie qui joue un des deux frères. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment l'âme du film, parce que c'est pour lui en fait que tout se déclenche, quoi, Et en fait, il manque au film, parce qu'on le voit qu'au début et à la fin, et il est génial en plus, ce personnage, et c'est dommage qu'il soit hors champ pendant quasiment tout le film, parce que j'aurais bien aimé le voir à un moment un petit peu au milieu, quoi, pour justement avoir cette petite respiration, savoir où il en était dans sa vie. Il m'a manqué un peu. Et puis on disait tout à l'heure au début que c'était un genre sur lequel on les attendait pas vraiment. En revanche, dans la forme, on est très proche de leur cinéma. En fait, pour moi, ça me fait penser justement... il y a presque un parallèle entre le film de braquage et leur manière de faire du cinéma. C'est un peu du cinéma hold-up. T'as l'impression qu'il y a pas mal de plans qui sont tournés à l'arrache. Ils prennent leur caméra et ils rentrent dans des lieux, dans des espaces, dans la rue, sans forcément trop demander l'autorisation, ou je sais pas dans quelles conditions, mais on sent qu'il y a quelque chose... il y a une urgence, en fait. Une urgence et une manière vraiment très... débrouillarde dans le bricolage de tournée, même s'il y a aussi des vraies scènes d'action, de thriller et des trucs qui ont forcément dû demander plus de préparation. Et juste pour resituer un peu les Safdie, donc ce sont deux jeunes New-Yorkais qui font presque ce qu'on peut imaginer du cliché du cinéma indépendant new-yorkais. Ils ont commencé avec un film, alors, tout ça va me permettre de sortir mon plus bel accent anglais. Leur premier film s'appelle The Pleasure of Being Robbed, le plaisir de se faire voler, et qui suit une jeune fille qui adore piquer un peu tout ce qu'elle trouve, et qui va l'emmener dans une sorte de pseudo road trip un peu loin de New York. Et l'autre particularité de leur film, c'est que ils se mettent souvent aussi de l'autre côté de la caméra, l'un ou l'autre.
Donc ici c'est Ben, mais il me semble que dans d'autres films, à moins que je me trompe, Andy me fait des gros yeux, mais... Non, je fais des gros yeux parce que moi-même je me pose la question. C'est parfois Josh et parfois Ben qui joue dans le film. En tout cas, je sais plus. Dans Mad Love in New York, je sais plus. En tout cas, il est très... Josh est très cinégénique. Enfin, vraiment, il a une tête à faire par exemple, dans The Pleasure of Being Robbed, c'est Josh qui joue dedans. Je suis en train de vérifier en même temps. Ils ont aussi... fait un film qui s'appelle Lenny and the Kids, donc peut-être tu veux nous parler, Andy. On aurait dû se consulter avant parce qu'en fait je l'ai pas vu. Mais pardon. Mais non. Mais alors tu peux parler de Mad Love in New York. Ouais, plus. Vas-y. Qui est effectivement, il y a cette urgence dont tu parles, et là c'est vrai qu'on suit deux personnages surtout qui sont des sans-abri new-yorkais. Dans leur périple, donc et elle d'ailleurs qui était le garçon, c'est Caleb Landry Jones qui joue, donc qui était dans Antiviral et qui est dans Dernier Exorcisme, je crois. Il a une carrière d'acteur plus classique. Elle, j'ai oublié son nom, elle était aussi dans American Honey d'ailleurs, là je me souviens. Elle est dans Get Out aussi. Ouais. Et mais qui du coup elle était effectivement dans cette conditions réelles là précédemment, donc ça raconte en quelque sorte un petit peu sa situation à New York, et le film a peut-être d'ailleurs plus encore de percée, même presque dans le fantastique parfois que le nouveau. Il y a notamment un plan magnifique où Caleb Landry Jones s'énerve contre elle, il lui jette son portable, il en a marre qu'elle regarde son portable, il le jette dans le ciel et ça donne un feu d'artifice par un effet de raccord très simple mais superbe. Donc il y a vraiment de jolies choses dans ce cinéma. Puis il y a d'autres percées dans le fantastique, dans le surnaturel qu'on retrouve pas ici. C'est vrai que j'aurais presque espéré un petit peu pour que ce soit encore un peu plus foufou. Mais quand même, hein, c'est quand même bien frappadingue. Il y a juste le décor du parc d'attractions qui nous fait un peu plonger dans un monde un peu inquiétant. Après, globalement, tout le film, c'est vrai qu'il y a un travail sur les couleurs qui est incroyable. C'est-à-dire, c'est des néons dès que possible dans n'importe quelle pièce qui est un peu sombre, ou alors effectivement rallumer tout un parc d'attractions en pleine nuit. La fumée, la poudre rouge qui explose vers le début. C'est pas un grand spoiler, mais c'est la poudre comme on a vu dans d'autres films qui est dans les billets pour essayer de repérer les gens qui les ont volés d'une banque peu avant. Il y a Pattinson qui va se teindre les cheveux à un moment sans réelle raison. Et là, pour partir un peu dans la surinterprétation, si ça vous dérange pas, une petite minute. Non, mais du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments comme ça qui sont déjà visuellement, qui donnent une identité propre au film qui est assez forte sur ces couleurs flashy et ce contraste avec le noir. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de ses cheveux qui sont teints, ou des masques de personnages d'une autre couleur qu'eux qui mettent au début pour faire leur braquage, ou la bouteille de Sprite où il y a de l'acide dedans. Enfin, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose sur opposer le contenu et le contenant qui, moi, sans trop en dire, m'a semblé être aussi ce qui était le sujet du film. C'est-à-dire que, on en a parlé récemment, David, il y a un truc qui se passe au cinéma, dans n'importe quel film, c'est que l'identification secondaire qu'on a avec c'est-à-dire l'identification qu'on a au personnage de cinéma immuable, fait que même si on a un personnage qui est moralement négatif, s'il est en train de se faire poursuivre par les flics ou quoi, on va avoir tendance, plutôt que de le juger, de vouloir qu'il s'en sorte scène après scène. Et là, c'est vrai, avancer l'histoire. C'est ce qui fait, c'est ça. Le spectateur est forcément complice de l'histoire. Voilà, exactement. Ouais. Et donc là, c'est vrai que ce que je trouve intéressant, parce que finalement c'est le cas dans on peut dire que par exemple La Balade sauvage ou Bonnie and Clyde ou quoi repose là-dessus, et là en plus de raconter ça, c'est vrai que j'ai l'impression que le film, sans trop en dire, crée cette contradiction en train d'essayer de voir ce que le spectateur peut ressentir de manière sans pouvoir se contrôler de ce point de vue-là à cause de la mécanique propre du cinéma, et d'essayer de l'amener à penser autrement et à se dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour le destin de ces deux frères, que ce personnage-là qu'on suit, et effectivement on suit finalement que lui, s'en sorte ou non, quoi. Enfin, ça me semblait et donc c'est le personnage joué par Robert Pattinson dont on entend pas mal murmurer le nom justement pour le prix d'interprétation. Il est vraiment excellent, hein.
Justement, Anaïs, est-ce que tu peux dire ce que tu en penses? En plus, c'est le truc intéressant, c'est qu'avec l'autre star de Twilight, Kristen Stewart, c'est deux jeunes acteurs qui ont prolongé leur carrière dans du cinéma d'auteur. On les aurait pas forcément attendus au début. Et qu'est-ce que tu penses de Pattinson dans ce film et dans sa carrière en général? Bah, moi, je trouve qu'il se révèle de plus en plus. Enfin, c'est la Pattinson naissance. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais il est de plus en plus pris au sérieux et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il est vraiment excellent dans ce film. Effectivement, c'est un peu à contre-emploi. Il est assez méprisable au début. Il est un peu moche avec des boucles d'oreilles, une espèce de vieille mèche. Et il est vraiment génial. Et il était déjà très très bien dans The Lost City of Z aussi, j'avais trouvé, alors que c'était un rôle secondaire, mais c'était vraiment en fait limite le plus charismatique du groupe. Ah, c'est sûr, hein, les clips, j'ai rien contre Charlie Mann, je sais pas comment on prononce son nom, c'est ça, qui était dans Undeclared et tout, c'est l'affection pour lui en quelque sorte, mais il se fait, un peu une coquille vide là-dedans. Complètement voler le... The Lost City of Z de James Gray qui est sorti il y a quelques mois et sur lequel vous pouvez écouter un très bon épisode de ciné. Là c'est vraiment je pense ça m'étonnerait pas du tout qu'il gagne le prix d'interprétation parce qu'il est vraiment il porte tout le film quasiment tout seul, il se transforme un nombre incalculable de fois dans le film, ça devient limite une running joke en fait parce que il arrête pas d'enlever des pantalons, il en a un en dessous, il enlève son pull, il en a un en dessous, il change de costume, il change de coupe de cheveux, il se transforme 1 milliard de fois et il a vraiment la chance de prouver que c'est un très bon acteur dans ce film. Très bien, du coup ça on reparlera dans le dernier épisode sur les pronostics, peut-être que son nom viendra sur la question du prix d'interprétation. Il nous reste un petit peu de temps et Anaïs notamment tu voulais nous parler un peu cinéma français et deux films qui t'ont secoué, j'ai envie de dire. Oui, retourner. Cinéma français et cinéma taré. En gros il y a eu 2 films que j'ai trouvé tellement nuls qu'ils en deviennent assez bien. Ah, carrément. Et donc, le premier, c'est Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, qui est donc une comédie musicale sur l'enfance de Jeanne d'Arc, réalisée par Bruno Dumont. Donc déjà, ça s'annonçait comme un grand film. Et donc voilà, c'est T'aimes pas Bruno Dumont de base? En fait, j'aime Bruno Dumont une fois sur 2. D'accord. Je trouve qu'il peut faire du très très bien comme Petit Quinquin et du très très mauvais comme Maloute. Donc ça dépend un peu. Et là, c'était présenté, précision, à la 15aine des réalisateurs. Ouais. Et là, c'est vraiment un mélange en fait des deux. J'ai trouvé ça ultra ambitieux, très beau, toujours de très belles images. La musique est très très bien et en fait c'est juste que les paroles des chansons sont juste des textes de Charles Péguy sur Jeanne d'Arc et donc c'est juste Jeanne d'Arc qui a 8 ans et qui chante sur Dieu et sur les Bourguignons sans tempo en fait. Et donc les chansons sont assez affreuses. Mais en fait, je suis arrivée à un point dans le film où j'étais morte de rire, parce que c'était tellement horrible que ça en devenait assez beau. Et au moins, ça a le mérite d'être complètement taré. Et j'aime bien quand les films sont complètement tarés. Donc, je dirais pas que c'est entièrement réussi, mais ça m'a bien fait marrer. Et je pense que je le reverrai pour rigoler un bon coup. Tu penses que c'est un film culte dans les 30 prochaines années? Il y a un fort potentiel, ouais. Franchement, c'était marrant et ça m'a pas trop plu pendant, mais en fait, en sortant, je me suis dit qu'au final, c'était assez ambitieux pour être respectable, quoi. D'accord. Et donc, tu avais un autre film français qui t'a marqué. Le deuxième, c'est L'Amant double de François Ozon, qui sort aujourd'hui, d'ailleurs, le 26 mai. Et donc, c'est une histoire assez érotique. C'est un thriller érotique qui vire un peu dans l'horreur par moments. Et c'est ultra trash. Ça n'a vraiment aucune classe, quoi. C'est pas du tout subtil dans le symbolisme ou dans les dialogues qui sont assez affreux. C'est-à-dire, donne-nous des exemples. Par exemple, à un moment, donc il y a Jérémy Régnier qui joue 2 personnages qui dit non mais il n'y a pas de monstres dans la vie, il n'y a que des êtres humains comme toi et moi. Et c'est beaucoup de dialogues comme ça, et puis c'est des dialogues un peu murmurés parce qu'on est dans le cinéma français et qu'on parle jamais avec une vraie voix. D'accord, mais ça c'est pas trop trash. C'est pas trop trash. Alors tu veux des exemples de trash? Oui, voilà, alors par exemple le premier plan du film, c'est l'intérieur d'un vagin.
Donc de l'héroïne. Non, mais on a dit trash, je comprends pas. Il y a beaucoup de chattes. Et beaucoup de chats aussi d'ailleurs dans le film. Et ouais, il y a un plan par exemple où pendant un orgasme, en fait, la caméra plonge dans la bouche de l'héroïne et va jusque dans son vagin, où on voit en fait l'orgasme qui est en train de se produire de l'intérieur de son corps. C'est du Gaspard Noé en fait. Un peu, ouais, mais du coup, du point de vue de la femme, donc c'est toujours un petit peu plus cool que Gaspard Noé qui s'intéresse beaucoup plus à la bite qu'à la chatte. Ah oui, non, il n'irait pas dans l'autre côté. Non, donc là, au moins, oui, ça a le mérite de montrer un orgasme féminin, ce qu'on voit pas beaucoup ni à la télé ni au cinéma. Et puis voilà, il y a un moment où il y a une espèce de... Genre, en fait, je peux pas trop en dire, mais bon, voilà, il y a du sang, des choses qui sortent un peu de partout. Ah si, il y a un cuni où en fait, la fille est à ses règles et on lui fait un cuni, donc en fait il relève la tête et il a du sang partout sur la bouche. Je crois bien qu'on est au Festival de Cannes. Voilà. Donc c'est beaucoup de scènes comme ça. Il y a énormément de scènes de sexe qui sont dans l'ensemble assez érotiques, mais parfois un peu limite sur le consentement en fait. Voilà, les personnages disent non, je veux pas, et ça se passe quand même, donc c'est un peu limite. Mais voilà, c'est beaucoup de sexe, c'est du gore. Et du coup, qu'est-ce qui fait que... Enfin, moi, je suis peut-être passé à côté, hein, mais j'ai l'impression que ça n'a pas fait scandale non plus. Mais quand tu décris ces scènes-là, ça aurait pu être avec le public cannois qui a parfois un peu tendance à chercher le scandale ou à le public cannois qui pourtant en a vu d'autres normalement. On n'est plus à être choqué par... C'est-à-dire, il y a peut-être les journalistes qui sont là tous les ans, mais après il y a aussi donc les invités de la projection de gala qui font peut-être pas tous les films, qui en voient pas énormément, et qui des fois vont être un peu bousculés par tel ou tel film. Mais là, c'est vrai que quand tu décris ça, c'est vrai que ça pourrait être le film qui fait un peu jaser, mais j'ai pas l'impression en fait. En fait, ça fait tellement film B que je sais pas si les gens en fait vont prendre vraiment la peine de s'énerver dessus, quoi. Mais oui, enfin c'est comme Elle l'année dernière qui avait beaucoup fait parler après à sa sortie. Love aussi de Gaspard Noé. Là en fait c'est un peu comme Love au final. En fait, je pense que les gens passent outre parce que c'est tellement dans l'excès qu'on finit déjà par être complètement insensible à ce qu'on voit à l'écran après une demi-heure parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas le côté dérangeant de toute façon. C'est pas Elle, c'était très dérangeant. Et là, en fait, c'est tellement n'importe quoi. Et en fait, le film ne se prend pas du tout au sérieux. Que du coup... non, j'ai eu l'impression, moi, dans la salle où j'étais, que ça a amusé plus que ça ne choquait, quoi. En tout cas, les gens, à la fin, ont applaudi un peu en mode, bon, c'était n'importe quoi, mais franchement, on s'est bien marré. Les gens font OK, signe, ils sont partis. Ouais, voilà. Franchement, j'ai pas ressenti un air de scandale, quoi. Et du coup, Andy, alors on peut parler rapidement d'un autre film de la compétition qu'on a vu, qui est Une femme douce de Sergueï Loznitsa, un film ukrainien de 2h30, qui raconte quoi ? Film ukrainien de 2h30, tout à fait, qui raconte en fait le périple sur une petite durée de temps, mais assez éprouvant, d'une femme douce qui en fait cherche ne serait-ce qu'à voir son mari. Elle voulait lui envoyer un colis, il est en prison, il lui revient, elle se rend sur place pour essayer de lui apporter ce qu'il y avait dans le colis, juste un petit peu de nourriture. On lui dit non sans lui expliquer pourquoi. Et dans cette ville qu'ils appellent une ville de prison, avec tout ce que ça peut avoir de terrifiant en fait, où les gens, même si Loznitsa va essayer de contredire un petit peu ça pour pas être complètement dans une misanthropie totale, il y a quand même beaucoup de gens malveillants autour d'elle. Donc elle va non seulement ne pas arriver pendant presque tout le film en tout cas, donc elle a du mal à voir son mari, mais en plus il y a les dangers en restant dans cette ville, c'est-à-dire si elle essaye un jour de plus, il y a les dangers de proxénètes ou d'autres personnes qui peuvent essayer de la faire plonger très rapidement. Donc c'est un film assez anxiogène, et c'est un film formellement splendide. Enfin, la photo est magnifique, et puis une grande ingéniosité dans les plans séquences. Comme a toujours fait Loznitsa, en fait, moi c'est vrai que j'avais beaucoup aimé My Joy, même si ça m'avait
pas passionné sur ce qu'il racontait, mais je trouvais ça formellement splendide. J'avais beaucoup aimé Dans la brume, mais après, David, tu m'avais fait remarquer que j'avais pas compris le film. Mais je ne m'en souviens pas. Non, en fait, c'était un peu complexe. J'avais été subjugué, encore une fois, par ces images. Et j'avais dit que j'avais bien aimé, et puis en discutant, tu m'avais fait remarquer que j'avais apparemment pas saisi que certaines scènes étaient des flashbacks et n'étaient pas dans la continuité de la narration, et donc du coup j'avais dit ok, j'ai rien compris, mais ça m'a quand même plutôt plu. Et là en tout cas c'est plus linéaire, plus simple, et toujours très impressionnant, et je pense qu'il a quand même si c'est dur à dire, même si j'ai pas tout vu, même si il a quand même de belles chances d'avoir le prix de la mise en scène. Voilà, avec Une femme douce. D'accord, voilà pour ce 7e épisode. C'était Séance Radio spéciale Cannes avec Nos Ciné, une émission de Séance Radio, la web radio du cinéma, en partenariat avec Binge Audio. On se retrouve très vite pour le 8e et dernier épisode de cette émission spéciale, et ce sera justement un épisode encore plus spécial puisqu'on fera le bilan de ce 70e Festival de Cannes, et on tentera d'essayer de deviner, de pronostiquer quel sera dimanche le palmarès du jury de Pedro Almodovar. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre, lors d'un apéritif dînatoire, de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail? Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séance Radio, disponible en podcast sur iTunes, SoundCloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie ?